Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire. Bienvenue, bienvenue pour ce troisième webinaire où on a commencé à organiser cette série de webinaires autour du Sustainable Design, qui est un sujet très d'actualité. Alors je vais me présenter, je suis Xavier Bellet, en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Nous avons initié, comme vous le savez, ce cycle un peu de webinaires, afin d'animer, de partager avec notre écosystème et nos clients sur des sujets d'actualité et sur des retours d'expérience. On continue à le faire, surtout que c'est un format qui se prête bien à la situation de confinement que l'on connaît, de crise sanitaire que nous traversons. Aussi, là, vous pouvez voir l'agenda du prochain webinaire, puisque le 18 novembre, on parlera de Digital Factory. Et puis, dans le prolongement de celui-là, on vous diffusera la date de celui d'après, qui sera autour de marque et design, l'émotion plus forte que l'expérience utilisateur, donc, qui sera aussi pilotée et présentée par notre agence. Au passage, d'ailleurs, tous les précédents webinaires, que ce soit autour du mobile, de l'électromobilité, sont en replay sur nos chaînes YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, les revoir et les partager avec l'écosystème. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en lumière notre activité de Sustainable Design, qui est pilotée par l'agence. Sustainable is not the new black. Et ça va être présenté par Yves Corbeil, qui est le directeur de notre agence et qui est le patron de la création au sein de Niji, et qui va partager avec vous notre point de vue sur le sustainable, et puis partager aussi les outils qu'on a développés pour avoir une approche plus sustainable, notamment dans les dispositifs digitaux qu'on est amené à déployer sur la base de retours d'expérience et de projets que nous avons menés ces derniers mois. C'est vraiment un sujet d'actualité et qui nourrit une veine importante d'activité commerciale et d'échange avec nos clients. D'un point de vue, prendre 5 minutes pour rappeler un peu notre proposition de valeur. Elle est organisée autour de nos trois métiers, conseil, design et mise en œuvre technologique, avec une spécificité autour de Salesforce. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'équilibre entre toutes ces forces. Et puis aujourd'hui, on va parler de Sustainable Design. C'est piloté par l'agence, représentée par Yves aujourd'hui, mais cette practice autour du Sustainable Design, elle infuse bien tout le long de Niji, sur l'ensemble des BU. Et puis, c'est des choses qu'on va retrouver aussi sur la partie expertise et mise en œuvre technologique. Et comme Yves va le partager avec vous, ça a forcément des incidences au-delà du design, mais aussi sur la partie technologique des dispositifs. Donc, c'est bien quelque chose qui est infusé qui est infusé dans l'ensemble de nos BU au sein de Niji. Voilà, c'est le moment de laisser la place à Yves qui va rentrer dans le vif du sujet. D'un point de vue logistique, on va garder 15-20 minutes à la fin pour échanger. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions sur le fil de discussion dans le chatter. Ça permet au fur et à mesure de poser les questions, et puis à la fin on les reprendra une par une afin de générer l'échange et ce moment de questions-réponses. Yves, je te laisse la parole. Merci, merci Xavier. Aujourd'hui, on va parler de Sustainable is not the new black. Et en fait, c'est hyper important ce titre-là, il veut dire plein de choses. Il veut dire principalement qu'aujourd'hui, une grande partie des entreprises, des groupes du CAC 40 proposent déjà un dark mode. Et ils le présentent, le dark mode, comme étant leur initiative sustainable. Quelques exemples ici, c'est assez élégant en fait. En revanche, le dark mode, il est légèrement misleading, c'est trompeur en fait. Ça n'a d'intérêt que sur des écrans OLED, des dalles OLED. Et les dalles OLED, en fait, c'est les dernières générations de desktop, c'est les dernières générations de laptop, c'est les dernières générations de smartphones.
En revanche, globalement en France, ça ne représente qu'une infime partie du parc des devices disponibles. Si on se donne un peu de contexte sur le Sustainable Design, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Sustainable Design, on va surtout se concentrer sur l'aspect numérique, l'aspect digital, surtout sur les nouveaux codes graphiques qu'il sera nécessaire de définir et de créer. On touchera un peu les autres piliers, mais on va surtout se concentrer sur tout l'aspect digital. Donc, un peu de contexte un peu plus global. Si Internet était un pays, eh ben, ce serait le 6e pollueur mondial après les États-Unis, la Chine et la Russie, que sont les grands pollueurs. Les chiffres varient entre 6e position, 3e position. En revanche, on voit bien qu'il est dans le top mondial. En août 2010, Wired Magazine titrait The Web is Dead, Long Live the Internet. Et en fait, ils auraient difficilement pu être plus perspicaces. De fait, lorsqu'on parle de Internet est un pays avec ce palmarès-là, c'est qu'au nom du design, de la transformation des usages et de la user centricity, on a fait d'Internet cet équivalent-là. Et en fait, chez Niji, on est convaincu que nous devons remettre en cause ces réflexes qui sont acquis et ce ne sont pas des réflexes innés. Nous sommes persuadés également que pour inventer demain, il ne suffit pas de simplement reproduire hier. Le sustainable design, c'est important de comprendre ça aussi, c'est ni une tendance, ni une mode, ni une chimère, ni même une révolution, c'est un simple retour au bon sens. Et comme Xavier le disait, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité sur lequel on est interrogé, on discute beaucoup on a beaucoup d'échanges avec plusieurs clients sur le sujet, parce que ça pose de questions, beaucoup de questions sur leur écosystème actuel, sur leur présence numérique. Globalement, il y a des entreprises en fait qui s'engagent, et puis de l'autre, il y a la controverse d'Amazon qui en début d'année, Amazon Worldwide, qui avait annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone en 2040. Et il y a eu un tollé des collaborateurs, surtout aux États-Unis, ce qui est très différent de la France en fait. Les collaborateurs américains ont très peu l'habitude de s'élever contre leur propre entreprise. En revanche, il y avait eu ce tollé-là, parce que du coup, c'était très loin dans le temps, dans le futur, d'annoncer une neutralité carbone pour 2040. Et donc, de l'autre côté, il y a déjà des entreprises qui s'engagent et qui se sont engagées. Par exemple, en 2017, Salesforce a atteint le net zéro en termes d'émissions de CO2. Et donc, commence à fournir à ses clients, dès 2017, des clouds qui sont en neutralité carbone. Le net zero, en fait, ça signifie qu'une entreprise contrebalance véritablement ses émissions en CO2 equivalent par l'achat de crédits carbone, le soutien à des projets sustainable, par exemple. Evian, au centre, donc en 2020, en avril 2020, Evian a reçu la certification globale neutralité carbone par l'organisme Carbon Trust. Et la neutralité carbone, donc, c'est différent de net zero. Donc, une entreprise compense ses consommations de CO2 par l'utilisation de mesures compensatoires, donc que ce soit des énergies vertes ou de la reforestation. Et donc, pour rappel, juste le CO2 equivalent, c'est une unité utilisée par la communauté scientifique mondiale pour tout ce qui est gaz à effet de serre. C'est basé sur leur potentiel de réchauffement global, le GWP, Global Warming Potential. Et ça permet de comparer en fait des choses qui ne seraient pas comparables et assez rapidement. Par exemple, une tonne de méthane, ça correspond à 25 CO2 equivalent. Donc, c'est à dire qu'une tonne de méthane, c'est équivalent à 25 tonnes de CO2. La troisième entreprise que j'ai choisi de mettre en lumière, c'est Microsoft. Et donc, en 2030, ils déclarent qu'ils atteindront un bilan carbone négatif. Et donc, ils supprimeront davantage de CO2 equivalent qu'ils n'en émettent. Une petite vidéo de Satya Nadella. And while tech intensity can be a driver of economic growth, the solution is not simply to build more technology for technology's sake. It's to ensure that technology is inclusive, trusted, and is creating a sustainable world. In other words, that it helps people and organizations truly achieve more. Aujourd'hui, en fait, Microsoft, c'est probablement une des entreprises qui va le plus loin. Ils ont affirmé qu'en 2050, ils auront annulé leur empreinte
CO2 total depuis leur fondation à Richmond, Virginia, en 1975. Pourquoi fait-on du sustainable, en fait? Aujourd'hui, donc, on a plus de visuels, on a plus de vidéos, on a plus de sites qui sont omniprésents, on a plus de requêtes, plus de liens, plus d'hyperliens, plus d'objets connectés, plus d'objets interconnectés qui se parlent entre eux. On a plus d'expériences immersives, on a plus de mails, on a encore plus de réponses, de reply all à tous ces mails. En fait, on est toujours sur du plus. Et ça appelle forcément une remise en question. Et au-delà de cet état de fait, en fait, il y a différents objectifs lorsque nos clients nous approchent sur des problématiques de sustainable, plusieurs objectifs qui mettent en avant, en fait. Il y a des objectifs de relations publiques, il y a des objectifs de communication, c'est souvent un des premiers objectifs. Il y a des objectifs business, parce que sur le prisme de la sustainability, on va réussir à donner l'information nécessaire le plus rapidement possible, non pas parce qu'on a des principes UX qui sont tangibles, mais bien parce que tout le temps qui est passé sur un site web donne lieu à une consommation. Et par exemple, si le côté business, les taux de rebond, le temps passé sur le site avant d'avoir trouvé l'information sont tous des indicateurs qui sont négatifs en termes de consommation énergétique. Et donc, c'est un prisme différent pour aborder l'objectif business. Un des troisièmes objectifs, c'est véritablement d'avoir le recrutement. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on a parlé des millennials, on a parlé des digital natives. Aujourd'hui, on parle surtout des sustainable natives. Donc, les nouvelles recrues sont très sensibles aux raisons d'être, à la loi Pacte, à tout le volet et l'engagement tangible des entreprises envers le sustainable. Et donc, c'est vrai qu'il y a des objectifs de recrutement. Souvent, sur certains types de clients ou typologies de clients, les entreprises, vues du point de vue d'un candidat, se ressemblent. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une différenciation accrue au niveau du recrutement, on parle d'un site web, mais quand on parle d'un site web avec un site recrutement, c'est RH, donc c'est comme si c'était deux sites. C'est vrai que cette preuve-là, avec une refonte sustainable au niveau du recrutement, amène une forte appétence des sustainable natives. Et puis, il y a un quatrième objectif, souvent, c'est des économies de la DSI par une rationalisation du nombre de serveurs, par une rationalisation du code de back-end. Et donc, évidemment, ces quatre objectifs-là, hein, les RP, la communication, donc toujours sur le premier objectif, le business, le recrutement et les économies DSI sont hyper importants, sachant que les économies d'énergie et la baisse de consommation énergétique de l'ensemble de l'écosystème, c'est évidemment la raison d'entreprendre une refonte en sustainable, donc c'est le B.A.-ba. Voilà. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sustainable design digital? En fait, on parle de principalement trois aspects, trois piliers. Le premier pilier, on parle du design. Le deuxième pilier, on parle de back-end. Et le troisième pilier, on parle d'architecture. Donc, si on commence avec le premier pilier, le pilier du design, on doit commencer par un design qui soit sustainable. Et c'est important de réduire les ressources. En revanche, on réduit les ressources sans dégrader l'expérience. Donc, là où la difficulté réside, c'est de réduire les ressources tout en maintenant et en offrant une expérience d'enchantement. Et c'est là la nécessité de créer de nouveaux codes graphiques, d'avoir des nouvelles rythmiques visuelles pour accompagner les gens sur non pas une dégradation de l'expérience, parce qu'on s'est habitué aujourd'hui à une expérience immersive, riche, et donc là, la difficulté, c'est ces nouveaux codes graphiques-là. C'est pour ça qu'on est convaincu qu'il ne suffit pas de reproduire hier, donc de retourner 20 ans en arrière avec des sites qui n'étaient pas du tout au standard d'aujourd'hui. Il faut réussir à avoir de l'animation au front, d'avoir des codes graphiques qui respectent là où on en est aujourd'hui dans la consommation et dans l'expérience, tout en réduisant les ressources. C'est là la difficulté. Le deuxième pilier, c'est le back-end, et donc c'est important de s'engager dans un développement sustainable, donc ça peut être du Green IT, et d'optimiser le code, donc réduction du code mort, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire, et de minimiser les requêtes. Et puis, il y a un troisième aspect, l'aspect d'architecture, qui est de repenser l'architecture à long terme afin de réduire les charges, les montées en charge et surtout les émissions donc, de CO2 equivalent. De ces piliers d'intervention-là, en fait, on a un impact approximatif donc entre le design et le technique
Donc, tout ce qui est le front design. Donc, on parle de UX, on parle de UI, on parle de nouveaux codes graphiques, on parle de contenu. On parle, le contenu, souvent, donc, sur un des audits qu'on a fait pour un de nos clients, on s'est rendu compte que sur leurs 3500 pages, il y en avait plus de 2600 pages de contenu qui ensemble, combinés, représentaient 12% de trafic sur l'entièreté du site. Donc, en fait, ça pose la question sur l'opulence et le nombre de pages de contenu. Souvent, c'est un sacro-saint SEO, donc on se dit qu'il faut absolument être ranké sur Google. Et donc, on a tendance à multiplier les pages de contenu sans véritablement se poser la question de la corrélation avec l'analytics. Donc, on croise, lorsqu'on fait des audits, on croise, c'est un topo, un état des lieux, et donc on croise le content avec les analytics. Le front-end, donc tout ça, ça vaut à peu près 20% d'impact en économie d'énergie. Le front-end, c'est tout ce qui est librairie de CSS, feuilles de style, HTML, code mort, balises, tout ce qui se charge dans le DOM. Et donc, pour le coup, ça représente à peu près 13%. Le back-end, tout ce qui est code, donc du CMS, et qui va du coup appeler aussi des balises en front, ça représente à peu près 35%, donc c'est non négligeable. Et puis l'architecture qui doit peser entre 30 et 32%. L'architecture, c'est le nombre de serveurs. Sur certains clients, on s'est rendu compte que pour eux, c'était mieux de rationaliser le nombre de serveurs, de passer par des CDN nationaux localisés. Par exemple, des serveurs à la demande. Il y a un client pour lequel on a recommandé deux choses. On a recommandé de fermer leur serveur de contenu entre, par exemple, 18h et 8h, 18h et 8h le matin, parce que pour le coup, ceux qui contribuent n'ont pas à contribuer en dehors de ces heures. Donc, du coup, ça permettait d'économiser d'économiser la charge de CO2, donc l'électricité, sur ces serveurs-là. Et puis, on leur a recommandé de fermer leur site de minuit à 5h du matin. Ils n'ont pas besoin d'afficher le site. Il y avait très, très peu de trafic. Et en plus, les personnes qui sont susceptibles de venir sur leur site entre minuit et 5h auront un message qui explique la démarche. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a une nécessité d'accompagner, il y a une nécessité d'explication de démarche. C'est surtout vrai en interne, c'est surtout vrai aussi en externe. On a des convictions en termes de design. Donc, on parlait de la nécessité de créer de nouveaux codes graphiques. C'est donc de susciter de l'engagement, ça, il ne faut jamais l'oublier, et ultimement de l'enchantement. On ne peut pas se dire que le sustainable design, ça va être moins joli, ça va être moins excitant, moins engageant. On peut se dire que ça va être différent. On peut se dire qu'on aura besoin de s'acclimater avec ces nouveaux codes graphiques-là. En revanche, on aura la même surprise, on aura le même... C'est comme si on recule 20 ans en arrière, on avait le papier recyclé. À l'époque, c'était jaune avec des morceaux de bois à l'intérieur et donc personne n'avait envie d'imprimer sur le papier recyclé. 20 ans après, si le papier aujourd'hui est trop blanc, trop glacé, trop brillant, on n'a pas non plus envie d'imprimer dessus parce qu'on se dit que finalement, l'impact environnemental est trop fort. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 ans-là? Ben, le produit a évolué, certes, mais surtout, il y a eu un accompagnement pédagogique des gens envers cette utilité du produit. Et donc, on doit enrichir les fondamentaux du design, donc l'utilité, l'usabilité, la fiabilité, donc utility, usability and reliability, avec le côté désirable, donc la désirabilité, desirability, avec une nouvelle valeur, la sustainability. Et ça, c'est hyper important parce qu'on se dit le design, il y a des prérequis, il y a des fondamentaux. Le design, c'est aussi évolutif et donc la sustainability doit venir se faire prendre en compte. Je vais vous montrer quelques exemples de sustainable design. Donc, ici, on a le Los Angeles End. Et là, ce qui est très intéressant, donc, lorsqu'on parle de sustainable design, encore une fois, c'est hyper important que ça respecte la marque et que ce ne soit pas décorrélé de cette marque, de la charte. Il faut réussir à créer, c'est là où on intervient le plus avec nos clients, c'est de faire en sorte que le sustainable design, ce qu'on va développer comme initiative en sustainable design, respecte bien les piliers de leur marque et que ça puisse devenir un sustainable design propriétaire.
Ici, ça a été bien réussi sur le Los Angeles Hands. Donc, vous allez voir, il y a des images tramées, il y a très peu de requêtes HTTP et il y a surtout des vidéos optimisées. Et là où ils ont optimisé les vidéos, ils l'ont fait de deux façons. Ils ont enlevé des pixels, donc c'est un deterred rasterized, et ils ont surtout enlevé des images par seconde, donc le frame per second, les FPS. Aux États-Unis, on a 29 images par seconde et en France, on a 24 images par seconde. Donc, l'œil humain ne fait pas la différence. En revanche, comme les vidéos, vous allez les voir, là, on est passé en 12 images secondes. Là, l'œil voit la différence. Et en fait, ça donne une personnalité de marque à ces vidéos-là. Je vous montre tout de suite. You can drink my liquor, you can call my lady, you can take my money, you can smoke my blunt. Scuff these Jordans, you can say you hate me, you can call me crazy, but don't touch my truck. Don't touch my truck. Un deuxième exemple, Low-Tech Mag. Donc, j'imagine que certains d'entre vous êtes abonnés au SolarTech, le Low-Tech Mag. Donc, c'est assez intéressant. Déjà, ce qu'ils ont fait leur site, en fait, ils sont allés au bout de la démarche. Donc, ça, c'est une démarche extrêmement radicale. Leur site, en fait, fonctionne à l'énergie solaire. C'est sur un serveur dédié avec de l'énergie solaire. Donc, en fait, il y a un panneau solaire, une petite box qui fait, voilà. Ce site-là n'est pas multiplié, ce qui fait que si, par exemple, il est en Californie, s'il y a un jour de pluie ou nuageux et qu'il n'y a pas assez d'énergie dans la batterie, ben pour le coup, le site tombe. Donc, voilà, c'est un proof of concept. C'est assez intéressant pour se dire, ben voilà, on pourrait aller jusque-là. La plupart des clients, évidemment, c'est non viable dans un modèle actuel. En revanche, c'est très inspirant de voir jusqu'où on peut pousser la technologie, l'initiative, la démarche. Troisième exemple, en fait, avec le BioCop, ils ont fait un site en sustainable qui est pour le coup hyper intéressant. Ils ont utilisé, donc, c'est une utilisation exclusive d'images, de vidéos et des animations en ASCII. L'ASCII, c'est un vieux code informatique qui aujourd'hui est détourné pour en créer des images. Par exemple, ça utilise les glyphes, donc ce sont les symboles et les signes d'une police et des police systems. Ce qui fait que de l'ASCII ne pèse rien parce que pour le coup, ce n'est qu'une police system qui est déjà sur l'ordinateur ou la device. Donc sur Mac, on en a 7, sur PC, on en a 6, des police systems. Et donc ça utilise les police systems, donc pas besoin de charger une police, et les glyphes de cette police-là pour créer des images et des animations. Vous allez voir ce que ça donne. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, hey. Il y a plusieurs bonnes pratiques, les best practices en termes de design. Donc, c'est important de faire des choix et donc de supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Ça paraît bien dans un deck verbalement lorsqu'on fait une réunion, qu'on se dit on va faire des choix et supprimer ce qui n'est pas nécessaire. En revanche, par expérience, lorsqu'on fait des ateliers décideurs, lorsque l'on rentre dans le concret d'un projet, dans l'opérationnalisation d'un projet de refonte, d'un projet d'audit, d'acculturation, d'évangélisation autour du sustainable,
la notion de faire des choix, c'est quelque chose qu'on doit maintenir. You gotta hold the line. C'est très difficile, en fait. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire dans la vraie vie. Il y a beaucoup d'équipes qui, depuis des années, ont des réflexes, ont des habitudes. Et ça, l'habitude des organisations, je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle The Power of Habits par rapport à des organisations. Les habitudes, les réflexes qui sont ancrés dans les organisations, donc par exemple sur le digital, la façon d'écrire du contenu, de contribuer au contenu, la façon d'analyser le SEO, la façon de redéfinir ou de faire évoluer en TMA corrective ou évolutive un site web, ce sont des habitudes fortement ancrées. Lorsque l'on détermine qu'en Sustainable Design, il faudra faire des choix, en fait, c'est un combat d'abord et avant tout en interne, pour s'assurer qu'on fasse vraiment des choix et qu'on maintienne ces choix dans le temps. On doit améliorer la navigation sur le site pour faciliter la recherche d'informations. Encore une fois, moins de temps passé sur le site, moins de consommation de CO2 équivalent. On doit favoriser les pages statiques, donc de l'animation certes, mais pas à n'importe quel prix. Et il peut y avoir des bouts de pages ou sinon des pages entières qui sont en statique et ça ne dégrade pas l'expérience. On doit réduire la taille des images, donc à la fois des ditcher, des rasterized pour les images, diminuer la quantité de ressources. Donc, tu vois, vous voyez, pardon, tout ce qui peut être de typo, si on bascule sur une typo système, sauf peut-être les titres, pour le coup, ça fait une énorme différence sur tout ce qui est chargé dans le DOM. Donc, ça permet d'optimiser l'espace de stockage du DOM et donc de l'énergie. Utiliser une charge progressive pour les images et les médias, donc ça, c'est quand même suffisamment ancré. Là où ça devient intéressant, c'est comme par exemple pour Los Angeles Ants, c'est-à-dire qu'on lui donne une personnalité à ces vidéos-là, donc elles ne sont pas juste en asymmetrical charge, donc la charge progressive, mais elles ont aussi une patte graphique qui permet non seulement de réduire le poids de la vidéo, mais aussi d'affirmer une image de marque. Et donc, par exemple, pour des pictos, on peut avoir recours à de l'ASCII, par exemple. Et puis, c'est toujours la notion de peu d'images, des images diminuées ou pas d'images. Le côté radical sans images peut être entendable sur certaines pages. Globalement, ce n'est pas viable de mettre aucune image, aucune vidéo. Et encore une fois, le Sustainable Design, ce n'est pas du tout ça l'objectif ultime. Encore une fois, c'est d'avoir cette notion d'enchantement. Le back-end, donc le deuxième pilier, on s'en souvient bien, le premier pilier, c'était le design, le deuxième pilier, le back-end. Donc, c'est important de penser le développement technique sous le prisme du sustainable. Souvent, ça veut aussi dire se poser des questions sur les standards du marché. Drupal, c'est très bien en termes de CMS. Il y a d'autres CMS où il y a des façons de développer Drupal qui permettent d'être encore plus économes en énergie au back. Et donc, encore une fois, c'est d'identifier la solution optimale. Globalement, sur les bonnes pratiques en termes de back-end, c'est important de minifier le code, donc à la fois du CSS, JavaScript, utiliser le maximum la mise en cache, de connecter un PIM, une base de données uniquement si c'est nécessaire, cela semble aller de soi. Redimensionner les images en dehors du navigateur, ça c'est important parce que sinon ça demande un effort assez élevé en termes de ressources système sur la device, sur la machine utilisateur. Limiter les requêtes par page. Éviter globalement l'utilisation d'un CMS qui soit un peu trop gourmand en ressources. Et puis, on a mis en place chez Niji une façon de coder le back-end en Jamstack, qui est un acronyme de JavaScript API Markup, qui permet de générer des pages statiques, de diminuer la consommation énergétique de façon assez drastique. Et de l'architecture, donc, encore une fois, le troisième pilier, l'architecture, donc globalement de déployer en Green Energy. Donc, de se tourner vers un hébergeur qui utilise de l'énergie verte. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Et surprenamment, les États-Unis, donc au niveau fédéral, sont sortis du Paris Climate Change Agreement. En revanche, au niveau des entreprises, au niveau des États, ils sont assez en avance. Donc, en termes d'hébergeurs et de cloud green, ils sont très en avance. L'Europe du Nord est très en avance aussi. En France, il y en a très peu. Donc, ça pose des questions aussi si on veut les données qui soient sur le sol français. Voilà, il y a très peu d'hébergeurs qui peuvent certifier être en Green Energy. Mais globalement, ça fait sens. Choisir donc un serveur avec du stockage en SSD, stocker les données vers le cloud, réduire le nombre de serveurs. Donc, ça, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. On se rend compte souvent qu'on a une multiplication des serveurs qui, pour le coup, si on favorise un CDN localisé,
Ça permet de réduire ce nombre de serveurs-là. Réduire le nombre de serveurs, c'est réduire l'impact environnemental et c'est aussi améliorer les économies en pied de page pour la DSI. Éteindre l'environnement de pré-prod, ça, je l'ai mis dans les best practices. En fait, on a fait un audit pour un client, pour le coup, assez important. Dans cet audit-là, donc lors de la restitution, on s'est rendu compte que leur environnement de pré-prod roulait 24/7. Donc, en clair, ils avaient 2 sites web. Personne ne s'était rendu compte, personne ne s'était interrogé sur le fait que il avait l'environnement pré-prod qui servait à rien, en fait, parce que le site était live. Et donc, évidemment que dans les 2 jours suivant la restitution, ils ont éteint leur environnement de pré-prod et donc, ils ont économisé 100% de leur consommation énergétique. C'est là où je vous parlais aussi d'allumer les serveurs de contribution à la demande. C'est quelque chose qui n'a pas d'impact sur les contributeurs, en revanche, qui a un fort impact sur la consommation énergétique de votre écosystème, que ce soit des applis ou que ce soit des sites web. On a fait une recherche émotionnelle, du coup, en début d'année, sur la notion et sur le concept de sustainability parmi la population française. Donc, ça a eu lieu entre le 31 janvier et début février. On a un indice de confiance qui était un peu plus de 95%, donc c'est un TOTNAT. Pour le coup, on a couvert toutes les régions, hommes-femmes, la composition familiale de 1 jusqu'à plus de 3 personnes. On a eu toutes les cohortes entre les 18-34 jusqu'à 55+. La recherche émotionnelle chez Niji et à l'agence, en fait, ça devient une spécialité. On a plusieurs éléments, plusieurs outils pour aller débusquer des émotions qui sont en spontané, qui ne sont pas déclaratives. Et donc, ça, c'est très, très important. En fait, le spontané n'a pas de biais, là où le déclaratif, malgré toute la rigueur qu'on apporte et tous les protocoles de recherche, il y a toujours un biais. Donc, on a un algorithme propriétaire sur la recherche émotionnelle. Comme je le disais, c'est du spontané versus du déclaratif. Sur le concept de la sustainability, on a eu un 86% de score émotionnel positif. Et dans les émotions corrélées, parce que pour le coup, là, je vous ai donné un overview de cette recherche-là, mais normalement, on travaille avec des émotions primaires, donc qui sont au nombre de 7, la valence plus 6. On a des émotions secondaires, on a des émotions corrélées. Donc, dans les émotions corrélées, qui étaient corrélées à la surprise, on a la notion de curiosité, d'intérêt et de côté innovant. Et puis, on a testé également des concepts qui étaient, pour le coup, des concepts graphiques, qui étaient plus ou moins radicaux. Et là, pour le coup, sur ceux qui étaient le plus radical, donc le design le plus radical, on a eu 32% de score émotionnel négatif. Et donc, dans les émotions corrélées, on a eu de la tristesse, le côté glauque, le côté lugubre et le côté affreux. Donc, c'est des mots, en fait, qui sont ressortis très, très fort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, pour le coup, il faut savoir entendre ce que les Français et les Françaises veulent dire par là. En fait, il y a une importance énorme sur l'accompagnement pédagogique, sur pourquoi ils voient quelque chose de différent. Est-ce que, pour le coup, comment on arrive à amener de l'espoir, de la lumière, voilà. Comment on arrive à contrer cette perception-là de par le sustainable design que l'on développera et qui soit en accord avec la marque. Donc ça, on a fait cette recherche émotionnelle-là. On fait souvent des audits, et dans les audits, c'est plus qu'un audit, en fait, c'est un topo 360. Et typiquement, des faits saillants qui ressortent des audits que l'on fait. Par exemple, on se retrouve souvent avec des taux de rebond immenses sur la homepage. Donc, un des clients pour lequel on a fait un topo 360, on s'est rendu compte qu'il y avait 67,2% de rebond sur leur homepage. Globalement, avec le nombre de visiteurs à l'année sur ce site-là, ça donnait 1 tonne de CO2 equivalent gaspillé. Pour un autre client, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 pages qui représentaient 60% du trafic. Et donc, ça veut dire que c'est un site à 2400 pages, donc les 2393 autres pages se battaient pour les 40% restants. Il y a des clients pour qui le poids moyen de leur page était 2 fois plus lourd que la moyenne mondiale telle que mesurée par Google. Donc, la moyenne mondiale au dernier chiffre disponible, c'est 1,6 mégas par page, qui est déjà énorme. Et ce client-là était à 3,8. Donc, c'est beaucoup plus de 2 fois plus lourd. Plus de 2 fois plus lourd, ouais.
Le front-end, beaucoup de code mort, ça c'est systématique dans chaque topo 360. Le code mort, ça force souvent les navigateurs à faire des boucles infernales de requêtes 2, 3, 4 fois pour plusieurs pages dupliquées. Et donc, sur un des clients, là, pour le coup, ça c'était le seul qu'on avait récupéré cette info-là, mais les serveurs de pré-prod tournaient 24/7. Je vais vous présenter brièvement, on a un outil propriétaire. Cet outil propriétaire-là, ça nous permet, en fait, on fait des sustainable day. Souvent, de la façon dont ça fonctionne, après c'est asymétrique, hein, mais globalement, de la façon dont ça fonctionne, les clients viennent nous voir, on échange, parce que ça appelle plusieurs questions. On fait un topo 360 pour savoir de ce dont on parle. On le restitue durant un Sustainable Day. Sustainable Day, donc c'est séparé en deux. La matinée est souvent consacrée à la restitution. L'après-midi, il y a des présentations, des modules, des focus sur ce qu'on s'est rendu compte dans cette audit-là. Globalement, on le fait, c'est à échelle variable, on le fait entre une dizaine de clients et environ 5-6 intervenants chez Digi, jusqu'à le plus gros Sustainable Day qu'on a fait, il devait être autour de quarantaine de clients, du même client, 40 personnes qui au même client, avec une quinzaine d'intervenants en Digi. Cet outil-là est utilisé durant l'après-midi, puisqu'on ne parle pas juste d'évangélisation, on parle d'acculturation, et là, on croise la com, le marketing, certains métiers, le RSE chez le client. Et donc, cet outil-là se compose de plusieurs éléments. Donc, c'est un serveur qui est indépendant, un serveur ad hoc. On a une télécommande qui se retrouve multipliée sur des iPads. On a un écran qui montre une projection en live d'un site web inspiré du site en question. Et puis, on a un autre écran qui nous donne la note Eco-Index et la consommation en tonnes de CO2 équivalent à l'année, le nombre de litres d'eau. Donc, il y a plusieurs data et ça permet de voir, non seulement en effectuant des choix sur la télécommande, ça nous permet de voir visuellement à quoi ça ressemble et ça nous permet d'avoir l'impact réel projeté tout de suite. Donc, je vous montre la petite vidéo. En guise de résumé, il y a 3 mots d'ordre que je voulais, s'il y a 3 trucs qui est important de se souvenir. C'est hyper important de considérer la création de nouveaux codes graphiques. On parle d'un nouvel alphabet à s'approprier, donc il y a des nouveaux codes graphiques à définir. La notion d'enchantement ne doit jamais être décorrélée du sustainable design. Encore une fois, ce n'est pas une expérience dégradée, ça reste et ça demeure une expérience enchantante. Et là où c'est intéressant avec le sustainable, on a un engagement qui est mesurable. En fait, l'engagement de l'entreprise est mesurable. C'est pas parfait, l'état de l'art n'est pas encore hyper avancé. En revanche, nous ne sommes plus dans du déclaratif, sauf sur certains aspects. On a plusieurs éléments qui sont possibles de mesurer. Et donc, souvent, lorsqu'on effectue des refontes, on va afficher de façon mesurée et mesurable l'impact du nouveau site versus le précédent. Est-ce que vous avez des questions
avez des questions, remarques, commentaires? Alors, il y en a une qui est posée. Bonjour, merci pour la présentation. À quoi correspond le code mort? Oui. Ce sont des lignes de code en fait qu'on a oublié d'effacer. Lorsqu'on a fait des évolutions, par exemple, sur une home page ou sur une page, et que souvent ça se fait dans le temps. Donc, par exemple, je sais pas moi, en janvier, on sort une page. En juillet de la même année, on fait des modifications à la page. On crée soit des features, soit des modules, soit des blocs, soit des lames. Et en fait, on oublie d'effacer l'ancien code, ce qui fait que ça crée des boucles de code mort. Et donc, le navigateur, lorsqu'il affiche une page, lui, il va lire toutes les lignes. À un moment donné, il va avoir des boucles fermées, donc il va redémarrer, et puis il va atteindre le code bon, le dernier, et celui-là, il va pouvoir générer, afficher la page. Et tout ça, c'est difficilement perceptible à l'œil nu, puisque ça se déroule très rapidement. En revanche, ça demande plusieurs efforts du navigateur. Donc, le code mort, en fait, tout ce qui est morceau de code qui ne fait pas planter la page et qui ne sert pas à afficher la nouvelle page ou la nouvelle version de la page devrait être effacé. Donc, il y a une nécessité de nettoyer le code au front de façon systématique et assez récurrente. Lise, merci. Est-ce que Louis, sur les émotions, peut-on cibler par rapport à un usage précis? Effectivement, dans notre méthodo, effectivement, on utilise pas mal capacité à détecter les émotions. Ça peut être sur un usage précis, ça peut être sur un bout de parcours, ça peut être sur un stimuli. Donc, ça peut être un stimuli comme un concept, ça peut être un stimuli comme un visuel, ça peut être au gré d'un parcours d'un site, d'une appli. Donc, oui, ça peut être sur un usage extrêmement précis. Pour le coup, on a je sais pas si c'est une boîte à outils, là, on a une panoplie d'outils qui nous permettent, selon les contextes et selon les besoins, d'utiliser soit une combinaison, soit un outil en particulier. Merci. On a une autre question de Gaël Naras sur le coût, hein, le Sustainable Design, combien ça coûte. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'évaluer de manière aussi, ça va dépendre de beaucoup de contextes, mais tu vas nous en dire plus. Et est-ce que c'est plus cher, in fine, que l'absence de sustainable, ou en tout cas de la prise en compte du sustainable design? Ouais. Donc, il y a plusieurs aspects dans le sustainable design. Et c'est très différent si on démarre from scratch. Par exemple, il y a un site d'une fondation, il y a un site RH qui n'existe pas encore. Voilà, si c'est from scratch, c'est dans un contexte très différent qu'une refonte. Et encore une fois, même dans une refonte, pour le coup, ça dépend de l'envergure du site. Si on parle d'un site qui est petit à moins de 1000 pages versus un site qui est gros à plus de 5000 pages. Globalement, le design en sustainable, donc le premier pilier, coûte aussi cher, sinon un peu plus cher que du design traditionnel, parce que du coup, on doit se poser plus de questions, on doit inventer des feuilles de style sur le CSS et sur l'HTML qui n'existent pas dans des librairies existantes. Donc, il y a un côté, voilà, c'est aussi cher, sinon un peu plus cher. En revanche, sur le dev back, et ça, c'est moins cher. Et sur l'architecture, pour le coup, normalement, il y a une rationalisation. Et sur le long terme, donc j'ai envie de dire annualisé, il y a des économies au niveau de la DSI. Donc, en tant que projet, ça revient moins cher et c'est moins cher et c'est moins dispendieux. Donc, il y a deux notions, hein. La cherté, c'est le coût d'achat et le côté dispendieux, c'est le coût d'entretien. Donc, globalement, sur une refonte totale d'un site, il y a certains aspects qui vont coûter plus ou moins un peu plus cher. Overall, ça va être moins cher, moins dispendieux et moins cher. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, réactions?
n'hésitez pas. On va clôturer là. De nouvelles questions, Laurent et Sylvain. Sylvain, DevBack moins cher, pourtant optimiser le poids des frameworks, par exemple, demande du temps. Je ne sais pas si... Je n'ai pas compris la question, pardon. Sylvain, Sylvain Marie, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. N'hésitez pas pour donner un peu plus de détails. Ah, il n'y a pas de micro. Juste me relire la question. DevBack moins cher, pourtant optimiser le poids des frameworks, par exemple, demande du temps. Oui, c'est tout à fait vrai. Après, globalement, en fait, dans les coûts, c'est très difficile de répondre avec précision sur cette notion de coût-là. En revanche, je décorrèle le temps passé interne des équipes clients. Sur des refontes, on a en cours, là, on a chez le client, donc on a 2 refontes en cours. Il y a une refonte qui est plus petite, ça monopolise 3 personnes chez le client. Et donc, la quantité de ressources, elle est faible. En revanche, on a un projet de refonte avec un client, une refonte plus importante. Et là, ils sont à 8 personnes à temps complet. Donc, dans le coût associé à ce projet de refonte-là, c'est asymétrique. En fait, je ne corrélais pas les coûts internes clients. Après, sur les frameworks, effectivement, il y a différents modules. Ça dépend du back-end prévu et ça dépend de l'architecture, en fait. Donc, il y a certains choix d'architecture, certains choix de back-end dans les frameworks. C'est vrai que ça peut devenir assez cher. Dans ceux avec lesquels on travaille, pour le coup, là, on a des coûts qui sont très compétitifs par rapport à une refonte traditionnelle. Question de Laurent, vous citiez la possibilité d'avoir un design sustainable propriétaire d'une marque. Pouvez-vous préciser? En fait, oui, ça c'est le truc le plus excitant en fait en sustainable design. S'il suffisait de tout passer au noir, ce serait facile. Non, là c'est de respecter la charte d'un client, de faire en sorte que de cette charte-là, on puisse, et c'est pas juste la charte on parle de pixels, mais on parle de valeur de marque. Souvent, les entreprises vont avoir mené une réflexion sur leur raison d'être. Ils ont utilisé la loi Pacte ou ils l'ont fait un peu avant. C'est de croiser cette information-là, c'est de croiser les piliers de la marque, la tonalité, c'est quoi cette personnalité, et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, si on refait le site en mode sustainable, à quoi ça ressemble? C'est quoi quel est le filet, quel est le sentiment qu'on en ressort? Et donc, ben, des fois, c'est si on prend strictement sur les couleurs, des fois, sur une charte, il y a, je sais pas moi, 3 ou 4 couleurs principales, puis il y a des couleurs secondaires. Ben, peut-être que sur le sustainable, on travaillera davantage avec les couleurs secondaires. Peut-être que, pour le coup, il y a des aspects des piliers de la marque qui sont vrais et puis qui sont peut-être un peu moins mis en avant. Du coup, peut-être que à la fois sur le vertical storytelling avec le UI, donc le user interface, ça permettra de sur ces éléments de storytelling de la marque, en fait. L'idée, c'est que ce sustainable design-là, il faut que ça ressemble à du sustainable design et il faut que ça ressemble à la marque. Et là, pour le coup, ça dépend des marques, ça dépend des contextes, ça dépend de leur maturité de marque, ça dépend du contexte. Est-ce qu'on parle du B2B, est-ce qu'on parle de B2C? Donc, c'est difficile de répondre de façon précise. Mais là, c'est un travail d'orfèvre, en fait. Ok. Est-ce que, une question de Gaël, les DSI se fournissent chez des grands acteurs de l'IT. Est-ce que le réel potentiel d'économie carbone va plutôt chez les Amazon, Microsoft, etc. Microsoft fait des tests de fermes de serveurs immergés, par exemple. Ouais, on voit des fermes de serveurs immergés, on les voit des barges au loin, on voit dans des bunkers d'une autre époque. C'est hyper intéressant. En France, on a un hébergeur qui ont une offre de serveurs green qui fonctionne bien. Pays-Bas, il y en a plusieurs. Donc, il n'y a pas que les Américains.
Réponse effectivement à Alix hein, qui se posait la question sur l'enregistrement. Effectivement, l'enregistrement du webinaire sera bien disponible sur notre chaîne YouTube comme les précédents et ceux à venir. Donc oui, vous pourrez réécouter et revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions. Non. En tout cas, merci pour les différentes questions, les échanges. Merci Yves pour cette présentation. Je vous encourage donc à effectivement venir consulter ce webinaire sous la chaîne YouTube, à venir au prochain. Je rappelle le prochain sur les Digital Factory. Et celui qui suivra sur Market Design, l'émotion plus forte que l'expérience utilisateur. Voilà, hein, toujours dans cette volonté d'échanger avec vous et avec nos partenaires et nos clients. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans cette période un peu difficile et particulière. Et je vous dis donc dans 2 semaines. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Cheers.